Le soleil de midi frappait durement l'asphalte chaud de la station-service au nord de Mexico. Fernanda était sortie de son luxueux camion avec une expression d'agacement. Le téléphone collé à l'oreille, ses talons martelèrent le sol avec impatience. Sa Range Rover avait commencé à émettre un bruit étrange, et bien qu'elle ait appelé son assurance premium, la réponse était, comme d'habitude, prévisible. « En route. Tu es en train de me dire que je dois attendre ici 1 heure, entouré de graisse et d'odeur d'essence ?» lança-t-elle sans prêter attention au jeune homme à l'autre bout du fil, qui balbutiait à peine des excuses. À quelques mètres de là, sous l'ombre improvisée d'un auvent déchiré, Romon s'essuyait les mains avec un chiffon sale. Il avait un visage hâlé par le soleil et des yeux profonds, avec lesquels il observait attentivement la scène. Pas par curiosité, mais par habitude. Écouter les moteurs et détecter les pannes faisait partie de sa vie, presque comme respirer. Il avait remarqué le bruit du moteur avant même qu'il ne cale et avait tout de suite compris le problème, mais il n'avait rien dit. Personne ne demande de l'aide à des gens comme lui sans avoir d'abord épuisé toutes les options professionnelles. Pourtant, il s'approcha calmement de la voiture. « Excusez-moi, señorita, je pense que c'est le capteur. »« Et toi, t'es qui? Le jardinier de cette station-service ?» le coupa Fernanda avec un rire sec et cassant. Romon ne répondit pas et ne baissa même pas les yeux. Il désigna simplement le moteur avec un calme qui était plus irritant que n'importe quel cri. « Je suis mécanicien. Mais si vous préférez attendre votre assurance, c'est votre droit. Un père célibataire inutile et maladroit en plus, ajouta-t-elle avec mépris, en regardant sa chemise tachée et le petit porte-clés d'enfant accroché à sa ceinture. Le commentaire resta en suspens dans l'air. 2 employés, qui faisaient un en semblant de ne pas écouter, échangèrent un regard gêné. Mais Romon se contenta de hocher la tête une fois, sans changer de ton. « Oui, señora, c'est tout moi. Je vérifie le moteur ou vous préférez continuer à attendre ?» Fernanda croisa les bras, agacée, regarda sa montre puis le mécanicien. Quelque chose en elle la fit douter, mais la chaleur et le désespoir finirent par l'emporter sur sa fierté. « Fais ce que tu as à faire. Mais si tu abîmes quelque chose, je te ferai un procès que tu n'oublieras pas de sitôt. » « Bien sûr, fut sa seule réponse. Romon ouvrit le capot et, en moins de 5 minutes, fit quelques ajustements avec des outils sortis de sa boîte usée. Puis, il referma le capot, s'essuya les mains et lui fit signe de démarrer la voiture. Le moteur se mit à ronronner doucement, comme s'il n'avait jamais eu de panne. Fernanda ne savait pas quoi dire. Pour la première fois, elle le regarda sans mépris, mais Romon retournait déjà vers sa chaise comme si de rien n'était. « Tu as eu de la chance de ne rien avoir abîmé », lança Fernanda avant de monter dans sa voiture. « Ce n'était pas de la chance, señora. C'était l'art d'écouter, » répondit-il sans se retourner. Elle resta silencieuse un instant, ne comprenant pas tout à fait où il voulait en venir. Mais pour une raison quelconque, cette phrase continua de résonner dans sa tête même après son départ. Ce n'était pas la dernière fois qu'elle voyait ce mécanicien. L'atelier où travaillait Romon n'avait ni enseigne, ni réseaux sociaux, ni climatisation. Il était situé dans un coin oublié d'un quartier ouvrier, entre une boulangerie et une quincaillerie, avec un portail toujours entrouvert et une odeur d'huile qui imprégnait l'air. Une millionnaire ne serait jamais retournée dans un tel endroit. Et pourtant, 2 jours plus tard, Fernanda était là. Elle arriva dans le même SUV, mais cette fois sans maquillage, sans talons et sans son ton arrogant. Elle portait un jean cher et des lunettes de soleil, mais sa posture était plus réservée. Elle n'était pas venue pour une panne, mais sous un prétexte, des bruits étranges. Romon la vit de loin, alors qu'il terminait l'inspection d'une coccinelle bleue. Il ne dit rien, s'essuya simplement les mains avec son chiffon habituel et s'approcha avec le même calme imperturbable. « Ne me dites pas qu'il est encore en panne. »« Non, je voulais juste que quelqu'un de chanceux le vérifie, » répondit Fernanda, en essayant de parler avec légèreté, bien qu'une pointe de doute s'entende dans sa voix. Romon ne répondit pas. Il lui fit signe d'ouvrir le capot et commença l'inspection. « Tu travailles toujours seul ?» demanda-t-elle, brisant le silence. « Pas toujours, » répondit-il sans lever les yeux. À ce moment, une petite voix se fit entendre du fond de l'atelier. « Papa, tu as bientôt fini ?» Une fillette d'environ 7 ans sortit en courant, un album à dessin à la main. Elle avait les cheveux en bataille, les genoux écorchés et un sourire sincère. En voyant Fernanda, elle s'arrêta, un peu timide mais sans crainte. « C'est la dame riche qui ne connaît rien aux voitures ?» demanda-t-elle avec une innocence totale. Fernanda ouvrit de grands yeux, surprise. Romon se tourna vers la fillette sans la moindre trace de colère, lui faisant simplement un geste doux pour l'arrêter. « Camilla, va finir ton dessin. »« D'accord. » La fillette obéit, mais avant de partir, elle sourit à Fernanda. «
Mon papa répare tout, les vilains bruits autour des voitures et aussi les vilains bruits dans des gens. Fernanda ne savait pas quoi dire. Elle regarda simplement la fillette s'éloigner, sentant une étrange émotion dans sa poitrine, comme si cette phrase avait touché quelque chose d'endormi en elle depuis longtemps. « Ta fille ?» ?»« Oui, répondit Romon, et ma copilote officielle. » Selon lui, le moteur n'avait le rien. Mais il recommanda tout de même une vidange d'huile dans quelques semaines. Il ne lui demanda pas d'argent. Fernanda insista, mais il refusa. Pas par fierté, mais par simple logique. Il n'avait fait aucun travail réel. « Tu es toujours comme ça ?» demanda-t-elle en démarrant la voiture, si calme comme si rien ne t'atteignait. Pour la première fois, Romon la regarda droit dans les yeux sans se dérober à la question. Le fait est que, quand tout atteint, il devient impossible de vivre. Je l'ai compris quand j'ai dû tout faire seule. Fernanda démarra le moteur, mais ne partit pas tout de suite. Elle regarda dans le rétroviseur et vit Camilla au fond de l'atelier, dessinant avec concentration, assise sur un vieux pneu. Sur le chemin du retour, Fernanda réalisa qu'elle ne pouvait s'empêcher de penser à cet endroit graisseux, à cette fillette souriante et à cet homme qui, sans dire grand-chose, semblait comprendre plus qu'il ne le montrait. Le même jour, une forte pluie se mit à tomber. Fernanda regardait par la fenêtre panoramique de son appartement à Polanco, un verre de vin à moitié vide à la main. Son téléphone vibrait toutes les 2 minutes. Messages de partenaires, rappels de réunion, notifications d'achat. Tout suivait son cours normal, mais elle-même avait changé. Depuis sa visite à l'atelier, quelque chose en elle avait basculé. Ce n'était ni de l'attirance ni de la pitié facile. C'était un malaise. Le malaise d'avoir sous-estimé quelqu'un et de s'être vue dans le reflet des paroles d'une fillette qui parlait avec plus d'honnêteté que la plupart des adultes qu'elle connaissait. Quelques jours passèrent, puis une semaine. Un soir, lors d'un dîner avec des investisseurs, l'un d'eux fit une remarque cynique. « Les femmes avec des enfants ne sont pas faites pour les affaires. Si elles ne peuvent pas gérer leur maison, encore moins une entreprise. » Tout le monde rit. Tout le monde, sauf Fernanda. Elle ressentit une douleur sourde. Sur le moment, elle ne dit rien, mais après le dîner, elle ne rentra pas chez elle. Sans trop réfléchir, elle prit la direction de l'atelier et arriva alors qu'il fermait. Romon balayait l'entrée, tandis que Camilla jouait avec une lampe de poche, créant des ombres sur le mur. « Encore vous ?» demanda-t-il sans surprise, mais avec une pointe de sourire. « Je n'ai pas de voiture en panne aujourd'hui. Je t'invite à prendre un café. »« Je ne bois pas de café le soir. Ça m'empêche de dormir. »« Alors tiens-moi simplement compagnie. C'est la moindre des choses après t'avoir traité de maladroit devant toute la station-service. » Romon la regarda quelques secondes, puis, sans répondre, se tourna vers Camilla. « Tu veux aller prendre un chocolat chaud ?» La fillette cria de joie. « Ya ah !» Oui, ils allèrent dans un petit café, loin des établissements de luxe que Fernanda avait l'habitude de fréquenter. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit déplacée, non pas à cause de la simplicité du lieu, mais à cause de sa chaleur. Les gens se saluaient, par leur nom, les enfants jouaient des sans-tablettes, et les regards étaient sans filtre. Camilla se mit à dessiner sur une serviette pendant que Romon buvait un thé à la cannelle. Fernanda, serrant sa tasse de café, se lança enfin. « Tu as toujours été mécanicien ? » J'avais un autre travail avant. Mais la vie change, et on s'adapte. Qu'est-il arrivé à la mère de Camilla ? Elle est partie quand la petite avait 3 ans. Elle a dit que tout ça n'était pas assez pour elle. Je pense qu'elle avait raison. Fernanda baissa les yeux. Non par pitié, mais parce qu'elle ne s'attendait pas à une telle franchise. « Et tu n'as jamais eu envie de partir, toi aussi ? » Si, de nombreuses fois, mais elle avait besoin de moi ici. Quelqu'un devait lui apprendre à ne pas partir quand les choses deviennent difficiles. Fernanda sentit une boule dans sa gorge. Pas à cause de son histoire, mais à cause de ce qui restait non dit. Elle aussi était partie de nombreuses fois, de relations, de problèmes, et même d'elle-même. En sortant du café, Camilla lui tendit une serviette avec un dessin. Il représentait un SUV souriant dans lequel se trouvaient une femme aux cheveux longs et un homme en casquette. En bas, en lettres maladroites, était écrit « Merci de ne pas lui avoir crié dessus, aujourd'hui ». Fernanda rit, mais quelque chose à l'intérieur se brisa. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, elle rêva de son père, ses mains sales de terre, réparant des choses qu'elle n'avait jamais appréciées. Et avec ce rêve vint un sentiment qui l'effrayait, la culpabilité. Les semaines suivantes, Fernanda se mit à passer à l'atelier avec une régularité qu'elle ne parvenait même pas à s'expliquer. Parfois sous le prétexte d'un contrôle de routine, d'autres fois simplement avec un café ou des livres d'occasion qu'elle disait avoir achetés au cas où Camilla voudrait lire.
Romon ne lui demandait jamais pourquoi elle venait et l'accueillait avec le même calme, sans attente ni questions inutiles. Camilla, en revanche, s'habitua rapidement à sa présence. Elle se mit à lui montrer ses dessins, à lui raconter des histoires de l'école et à lui demander de lui lire des histoires. Sans s'en rendre compte, Fernanda commença à trouver dans ce petit atelier ce qu'elle ne trouvait nulle part ailleurs, un silence qui n'oppressait pas, des regards qui n'exigeaient rien, et une compagnie qui n'était pas fondée sur l'intérêt, le pouvoir ou le statut. Par une journée nuageuse, Fernanda se décida à inviter Romon et Camilla dans un parc au sud de la ville. Elle prépara un panier avec des encas, du jus et même une couverture, s'étonnant elle-même. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle avait fait quelque chose de semblable pour quelqu'un. Le pique-nique fut simple, ils se promenèrent, mangèrent. Camilla courut après les pigeons et dessina Fernanda en princesse avec une couronne faite d'écrous. Romon s'allongea un instant dans l'herbe, laissant le temps s'écouler sans hâte. C'est alors que cela se produisit. Dans un coin du parc, une femme de son passé surgit de nulle part. Mette, une amie de Fernanda de l'université, aujourd'hui partenaire dans un fonds d'investissement qui cherchait à fusionner avec l'entreprise familiale de Fernanda. « Faire qu'est-ce que tu fais ici ? Et avec eux ?» demanda-t-elle en regardant Romon et la fillette avec mépris, comme s'ils faisaient partie d'un décor inapproprié. Fernanda hésita. Dans son regard, pendant un instant, on put lire cette hésitation impossible à cacher. Ce sont des connaissances partant de l'atelier, ils m'ont aidé une fois. Et, Camilla est très mignonne. Romon ne dit rien, se contentant de baisser les yeux. La fillette, qui ne comprenait pas tout, sourit timidement. Mette sourit avec une ironie polie, comme quelqu'un qui observe le caprice passager d'une autre. « Et maintenant, tu fréquentes des mécaniciens ? Depuis quand ? demanda-t-elle d'un ton moqueur. Fernanda eut un rire nerveux. « C'est juste une histoire amusante. Tu sais bien à quel point je m'ennuie vite. » Et à cet instant, Romon comprit tout. Il n'y avait plus rien à dire. Camilla sentit aussi quelque chose sans savoir comment le nommer. Quelques minutes plus tard, Romon se leva, disant qu'il se faisait tard et qu'il devait ramener sa fille à la maison. Fernanda tente d'adoucir les adieux, assurant qu'ils se reverraient et que ce n'était pas ce que ça semblait être. Mais cela n'avait plus d'importance. Cette nuit-là, Romon ne répondit pas à son message, et Camilla ne la mentionna plus. Fernanda resta seule dans son appartement, regardant le dessin du camion heureux qu'elle avait conservé. Un instant, elle avait cru que les choses y s'améliorèrent, que ce lien silencieux signifiait quelque chose. Elle ne savait pas qu'elle venait de briser la seule chose que l'argent ne pouvait pas réparer. Après cette rencontre dans le parc, Fernanda ne retourna plus à l'atelier. Non par manque d'envie, mais par peur. Peur d'affronter le reflet de son acte. Peur de voir dans les yeux de Romon quelque chose de pire que la colère, la déception. Les jours passèrent lentement, la ville semblait plus bruyante et plus vide. Aux réunions de l'entreprise, tout continuait comme d'habitude. Chiffres, plans, stratégies de croissance, mais elle n'écoutait plus. Une nuit, en parcourant ses emails, elle tomba sur un dossier oublié de photos d'enfance. Sur l'une d'elles, il y avait son père. Les mains sales de graisse, il réparait son vieux vélo. Elle était à l'arrière-plan, fâchée parce qu'on ne l'avait pas emmenée au centre commercial. À cet instant, elle comprit quelque chose qu'elle n'avait jamais voulu voir. Elle avait toujours méprisé ce qui ne brillait pas et elle venait de faire de même avec le seul endroit où on l'avait regardé sans rien lui demander en retour. Poussée par la culpabilité, elle se rendit à l'atelier un samedi matin. Elle tenait à la main un nouvel album pour Camilla et un thermos de café chaud. Mais elle trouva le portail fermé et une feuille de papier maladroitement collée. « Nous avons déménagé, merci pour tout. » Pas d'adresse, pas de numéro de téléphone, rien. Elle alla au parc, demanda dans les magasins voisins. Personne ne savait rien. Elle s'assit sur un banc avec le thermos, encore chaud dans ses mains, et sentit quelque chose se briser complètement en elle. Pas à cause de l'absence, mais à cause de la perte de quelque chose dont elle n'avait pas réalisé la valeur. Et comme si l'univers voulait la punir, son téléphone sonna à ce moment précis. C'était sa mère. La voix à l'autre bout du fil était aussi dure que d'habitude. « Ton père va plus mal, le traitement ne fonctionne pas. Mais comme tu es si occupé à jouer à la bonne samaritaine avec les pauvres, je suppose que tu ne peux pas venir. » Fernanda ferma les yeux. Tout s'effondrait. Le même jour, elle se rendit à l'hôpital. Son père dormait, plus maigre et plus pâle, mais ses mains portaient encore les marques d'une vie de labeur. À côté du lit se trouvait sa vieille boîte à outils. L'infirmière lui expliqua qu'il avait demandé à ce qu'on la lui apporte, au cas où il se sentirait mieux. Fernanda ne put retenir ses larmes, non pas à cause de la maladie, mais parce qu'elle ne l'avait jamais compris.
Elle se souvint de Romon, de son silence, de sa patience, de sa façon de réparer non seulement les moteurs, mais aussi ce que les autres ne savaient même pas être cassé. Et pour la première fois depuis des années, elle voulut demander pardon, mais elle ne savait ni à qui, ni comment. Près de 2 mois s'étaient écoulés depuis que Romon et Camilla avaient disparu. Fernanda les avait cherchés partout, dans d'autres ateliers, à l'école de la fillette, dans les registres publics, rien, comme s'ils s'étaient ensuite volatilisés. Puis un rebondissement inattendu. Lors d'une réunion informelle avec l'avocat qui s'occupait des questions administratives de son entreprise, quelqu'un mentionna le nom de Romon Costillo. Fernanda sursauta. L'avocat surpris de sa réaction, expliqua « Bien sûr, je le connais. Il a travaillé il y a de nombreuses années au service de maintenance de l'usine du groupe Travian. Pourquoi ? Il a des problèmes avec la justice ? Au contraire. C'était l'un des employés les plus respectés jusqu'à ce qu'il parte après un accident. « Quel accident ?» demanda Fernanda, le cœur battant. L'avocat, ne comprenant pas son urgence, ouvrit ses archives numériques et trouva le document. Fernanda le lut en silence et chaque ligne était comme une gifle. Romon Costillo n'était pas un simple mécanicien de quartier, il était le chef du service de sécurité industrielle d'une usine métallurgique, un ingénieur mécanicien diplômé spécialisé en mécanique de précision. Il avait travaillé près de 10 ans, sans le moindre reproche, jusqu'à ce qu'un effondrement, causé par la négligence de la direction, blesse 3 employés. Romon fut le seul à porter plainte. D'abord en interne, puis par voie légale. On l'ignora, on fit pression sur lui et finalement on le mit à l'écart. Il démissionna avant qu'on puisse le licencier et ne demanda aucune indemnité. Il prit simplement sa fille et disparut du monde de l'entreprise. Fernanda referma le dossier. Elle ne savait pas si elle ressentait de la colère, de la honte ou quelque chose de plus profond. Pendant des semaines, elle l'avait traité comme s'il lui était inférieur, comme si sa valeur dépendait de son uniforme. Et lui était resté silencieux, sans jamais chercher à prouver quoi que ce soit. C'est alors qu'elle se souvint de sa phrase. Ce n'était pas de la chance, c'était l'art d'écouter. Romon avait choisi le silence. Il avait renoncé à un titre, à une carrière et à un nom pour élever sa fille dans la paix et ne pas être complice de l'injustice des autres. Il n'avait pas tout perdu, il avait tout abandonné, et elle l'avait humilié. Fernanda sortit du bâtiment, l'imprimé à la main, et prit une profonde inspiration. Sa fierté, son ego, tout son monde s'étaient effondrés. Maintenant, elle savait qui était vraiment Romon, et elle comprenait qu'elle ne pouvait pas laisser cette vérité sans rien faire. Elle devait le retrouver. Non pas pour se racheter, mais parce que, pour la première fois de sa vie, elle avait besoin de regarder quelqu'un dans les yeux et de dire « J'aurais j'ai eu tort ». Il fallut des semaines à Fernanda pour retrouver Romon. Elle y parvint grâce à un ancien collègue de l'usine qui mentionna avec admiration que, le samedi, Romon réparait gratuitement des vélos pour les enfants d'un quartier pauvre de l'État de Mexico dans le cadre d'un programme communautaire. Il a simplement dit que Romon aimait voir les choses fonctionner à nouveau. Un samedi matin, Fernanda s'y rendit. C'était un terrain poussiéreux, entouré de maisons modestes et rempli de rires d'enfants. Sous un auvent improvisé, Romon réglait des freins et resserrait des chaînes, tandis que Camilla distribuait du jus dans des gobelets en plastique. Fernanda s'arrêta à quelques mètres. Ses vêtements étaient même plus simples que d'habitude et son expression plus humaine. Quand Romon la vit, il ne parut pas surpris. Il y avait quelque chose de tendu dans son regard. Il laissa le vélo et s'approcha lentement. « Comment m'as-tu retrouvé ?» demanda-t-il sans colère, mais avec distance. « J'ai cherché comme on cherche quelque chose de précieux. » Un silence s'installa. Camilla s'approcha aussi, mais la regarda sans la même joie qu'auparavant, comme si quelque chose en elle s'était éteint. « J'ai tout lu, » dit Fernanda en baissant les yeux. « Sur l'affaire, ton histoire à l'usine. Pourquoi étais-tu parti ? Pourquoi as-tu tout perdu ?» Romon ne répondit pas. « Je t'ai traité comme un moins que rien, alors que tu en savais plus que tous ceux que j'ai rencontrés. » « Il ne s'agit pas d'en savoir plus, » dit-il calmement. « Il s'agit de ne pas oublier qui l'on est, même quand tout le monde veut vous le faire oublier. » Fernanda prit une profonde inspiration, sentant sa fierté vaciller. « Ce qui s'est passé dans le parc, je ne voulais pas dire ça. C'était le reflet de ce que j'ai toujours été. Une personne qui a appris à juger les autres sur ce qu'ils ont et non sur ce qu'ils sont. Et ça me fait mal, parce que pour la première fois, il était important pour moi de ne pas commettre cette erreur. » Romon la regarda. Il n'y avait plus de dureté dans ses yeux, seulement une tristesse lasse. « Tu n'as pas échoué ce jour-là, Fernanda. Tu as échoué quand tu as cru que tu étais meilleure. Ce jour-là n'était qu'un miroir. »
Y a-t-il quelque chose que je puisse faire demanda-t-elle sincèrement. Oui. Continuez à avancer, mais cette fois, les yeux ouverts. Camilla s'approcha et la regarda en face. Tu t'en vas encore demanda-t-elle à voix basse. Fernanda s'accroupit pour être à sa hauteur. Je ne veux pas partir, mais je ne resterai pas si vous ne me pardonnez pas. Camilla ne dit rien, se contentant de lui tendre un nouveau dessin. Cette fois, il n'y avait pas de SUV, mais un vélo et 3 personnes sans couronne ni sourire forcé, marchant simplement ensemble sous un arbre. Fernanda serra le dessin contre elle. Elle ne pleura pas, ne fit pas de scène, elle ressentit simplement quelque chose qui ressemblait à un foyer. Je ne sais pas comment demander pardon. Il n'y a pas besoin de savoir, répondit Romon. Il suffit de le ressentir. Ce jour-là, il n'y eut ni grand geste, ni réconciliation spectaculaire. Juste un moment de calme où une personne décida de rester et une autre le lui permit. Parfois, c'est suffisant. Quelques mois passèrent. La vie reprit son cours, mais différemment. Romon n'avait plus d'atelier, mais Fernanda commença à se rendre dans la communauté où il vivait avec Camilla. Non pas comme une sauveuse, mais simplement comme quelqu'un qui voulait apprendre à être. Elle aidait comme elle le pouvait, avec des livres, des conseils juridiques, et même en finançant un espace couvert pour que les enfants puissent faire leurs devoirs et jouer. Elle le fit en silence, sans plaque à son nom et sans discours. Au début, Romon l'observa avec méfiance, mais avec le temps, il comprit que ce n'était pas la culpabilité qui la motivait, mais une conviction. Un jour, Fernanda lui fit une proposition, non pas en tant qu'entrepreneur, mais en tant que personne qui avait vu la valeur de l'invisible. Je veux ouvrir un centre de formation technique pour les jeunes qui n'ont pas les moyens de faire des études, avec des ateliers, de la pratique réelle, quelque chose de digne. Tu pourrais le diriger, pas comme une faveur, mais comme un partenaire. Romon réfléchit à sa réponse pendant plusieurs jours. Quand il accepta enfin, ce fut à une seule condition, que tu n'utilises jamais mon nom pour redorer le tien. Si nous le faisons, c'est pour eux, pas pour nous. Fernanda accepta sans hésiter. Le projet démarra modestement, mais grandit rapidement, non pas grâce au marketing, mais parce qu'il fonctionnait. Les jeunes apprenaient, prenaient en confiance en eux et construisaient leur propre avenir, et Romon, sans diplômes au mur, devint pour eux un mentor, un guide et un exemple. Camilla, de son côté, s'épanouit. Elle ne dessinait plus de voitures avec des yeux, ni de princesses avec des couronnes. Désormais, elle réalisait des plans de ce qu'elle voulait construire. Des abris pour chiens errants, des vélos volants, des ponts colorés. Et un jour, elle dessina quelque chose que Fernanda garda pour toujours. Un long banc où 3 personnes mangeaient ensemble sous une enseigne. Ici, on écoute vraiment. La reconnaissance ne vint jamais sous forme de médaille ou de couverture de magazine, mais cela n'avait plus d'importance. Fernanda ne jugeait plus les gens sur leurs vêtements ou leurs comptes en banque. Elle avait appris à les mesurer au vide qu'ils laissaient derrière eux cette main en eux. Et Romon, il resta le même homme, celui qui réparait ce que les autres ne voulaient plus toucher. Pas par nécessité, mais par choix. Ainsi, au milieu des boulons, des dessins d'enfants et des silences partagés, naquit quelque chose que nulle humiliation ne pouvait détruire. Le respect. Et quelque chose d'encore plus rare. La confiance contre celle qui ne se construit que lorsque quelqu'un décide de rester, même après avoir tout gâché.